T'es prêt, c'est bon? C'est bien de mettre son casque quand même, parce qu'il y a des fois des interventions en jingle, c'est bien de vous entendre. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue au bar de l'économie. Si vous voulez voir l'émission en vidéo live et interagir, vous rejoignez Facebook, page Bar de l'économie, et bien sûr nous diffusons toujours en FM 98.0 et en web radio sur idfm98.fr. Aujourd'hui nous parlons développement et reconnaissance des entreprises. En effet, France Cluster, association française qui regroupe des clusters et des pôles de compétitivité, a organisé Philex France, le forum des filières d'excellence et des écosystèmes territoriaux. Vous avez pu suivre le 20 novembre au bar de l'économie les premiers lauréats des trophées Engagement social entreprise et Parcours de croissance PME. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le projet de lieu d'innovation, troisième trophée du salon Philex France, remporté par la Turbine, qui a été accompagné par Starlab, installé en Val d'Oise et soutenu par la société Eiffage. Nous parlerons donc aussi du rôle de sponsor. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir et de remercier très vivement nos invités pour être arrivés jusqu'à nous aujourd'hui, où les temps de transport sont très variables. Alors Christophe Poupard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général Starlab. Votre action principale est de favoriser l'émergence d'entrepreneurs et d'accompagner leur développement. Vous nous préciserez comment vous faites et plus précisément, quelle a été votre démarche avec ce nouvel incubateur dénommé La Turbine à Port-Cergy. Naoufel Darkaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'innovation chez Eiffage Construction. Vous vous occupez plus particulièrement de promouvoir l'innovation au sein de l'immobilier et l'aménagement des territoires. Votre société était le sponsor des trophées Philex. Vous nous expliquerez, entre autres, ce qui a amené à vous intéresser à ce programme et c'est quoi l'innovation pour une société comme la vôtre. Vers 10h, nous nous intéresserons également à l'agriculture et son rôle dans la géopolitique avec Sébastien Abyss, interviewé par Pascal Boniface, qui est directeur général de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bruno Vigoureux, notre expert culinaire, sera également là pour sa recette du jour. Je rappelle également notre jeu jusqu'à Noël, à gagner un pack Sérénité Darty par semaine. Pour jouer, c'est tout simple. Vous jouez avec Christophe dans l'émission La Matinale de 7h à 9h. Alors tout de suite, on passe sur les infos du jour. Nous débutons par celle-ci. La Chambre de commerce et de l'industrie Paris-Île-de-France demande un plan d'accompagnement considérant l'activité économique à nouveau en sursis. Le mouvement de grève qui perdure depuis plusieurs jours frappe de plein fouet les commerçants franciliens, les hôtels et les restaurants. Au fil des jours, les annulations enregistrées par les hôteliers prennent de l'ampleur. Les touristes arrivent à Paris ce week-end étaient désorientés, voire contraints d'annuler leurs projets une fois sur place avec la fermeture de plusieurs musées, totale ou partielle, des annulations de spectacles. Quant aux commerçants, certains sont tenus de fermer parce que situés sur le parcours des manifestations, d'autres enregistrent une chute de fréquentation de 30 à 50% à laquelle s'ajoute le bouleversement de l'organisation, leurs équipes de vente ne parvenant pas à rejoindre leur lieu de travail. C'est l'engrenage et la chute de consommation est sévère. Si le mouvement se prolonge après un début d'année difficile lié aux multiples actions des Gilets jaunes, la situation deviendra difficile pour l'activité économique et la question de la survie de nombreux commerces indépendants se posera. La Chambre de commerce Paris-Île-de-France souhaite donc alerter les pouvoirs publics sur les enjeux économiques de ce mouvement et préserver ainsi le commerce indépendant et sur les risques qui pèsent pour les 2 prochains week-ends de décembre avant les fêtes, totalement déterminants pour le chiffre d'affaires des entreprises et leurs salariés. Une autre information plus sur la technologie, la Commission européenne autorise une aide publique de 3,2 milliards d'euros. La Commission européenne a autorisé lundi une aide publique de 3,2 milliards accordée par 7 pays, dont la France, pour financer un projet pan-européen dans le secteur des batteries électriques. Ce projet, qui s'inscrit dans la transition vers la neutralité carbone, doit permettre de mobiliser en outre 5 milliards d'euros supplémentaires en investissement privé, précise la Commission. Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission, chargée notamment de la politique de concurrence, commande dans un communiqué: la production de batteries en Europe revêt un intérêt stratégique pour notre économie et notre société compte tenu de son potentiel en termes de mobilité propre et d'énergie, de création d'emplois, de durabilité et compétitivité. L'aide autorisée permettra de garantir que ce projet important ira de l'avant sans fausser indûment la concurrence. Une bonne nouvelle également sur la production industrielle française puisqu'elle est plus forte qu'attendue sur le mois d'octobre.
La production industrielle en France a connu une progression portée par un rebond de la production automobile et du secteur pharmaceutique, selon une information de l'INSEE. Sur un mois, elle a augmenté de 0,4% par rapport à septembre, alors que les prévisions des économistes pensaient plutôt à 0,2%. Dans le détail, c'est la production automobile qui a bondi de 3,4%, effaçant son recul du mois de septembre. L'INSEE ajoute que la production a cru très fermement dans la pharmacie également, avec plus 0,3%. La production se contracte fortement en revanche dans les machines et équipements. Elle continue d'augmenter dans les produits informatiques, électroniques et optiques, plus 2,1%, et les équipements électriques. Cette statistique conforte le sentiment que l'industrie française a entamé le dernier trimestre de l'année sur une base solide, conformément à la tendance dessinée par les dernières études de confiance. Et aujourd'hui, nous mettons les femmes à l'honneur avec deux informations dont on a peu parlé. La première, la plus jeune chef de gouvernement au monde prend ses fonctions en Finlande. La nouvelle première ministre finlandaise, la social-démocrate Sanna Marin, a officiellement pris ses fonctions mardi, devenant à 34 ans la plus jeune chef du gouvernement en exercice de la planète. Troisième femme Premier ministre de la République de Finlande, il n'est pas certain qu'elle reste longtemps la plus jeune dans le monde. Elle pourrait être détrônée dans les semaines qui viennent par l'ex-chancelier autrichien Sebastian Kurz, 33 ans, si les négociations entre son parti conservateur et les Verts aboutissent. Et enfin, Greta Thunberg a été nommée personnalité de l'année 2019 par Time Magazine. L'adolescente suédoise, qui aura 17 ans en janvier, apostrophe inlassablement depuis des mois les dirigeants mondiaux pour réclamer des mesures urgentes de lutte contre le réchauffement climatique. En 16 mois, elle s'est adressée au chef de l'État à l'ONU, elle a rencontré le pape, s'est disputée avec le président des États-Unis et a incité 4 millions de personnes à participer à une grève mondiale pour le climat le 20 septembre 2019, dans ce qui constituait la plus grande manifestation pour le climat dans l'histoire humaine, souligne l'hebdomadaire américain. Avant l'attribution de cette distinction, Greta Thunberg a prononcé mercredi matin à Madrid devant la COP25 un discours fustigeant les tractations en cours sur la mise en œuvre des engagements de l'accord de Paris en 2015. Je la cite. C'est devenu une sorte d'occasion pour les pays de négocier des dérogations et d'éviter de relever leurs ambitions. Je suis sûr que si les gens savaient ce qui se passe et ce qui se dit pendant ces réunions, ils seraient scandalisés. Après ces informations, je vous propose de faire une courte pause musicale. J'ai mangé un chocolat, j'en ai fait la bouche. Qu'est-ce que tu mets? Ça, c'est Nina Simone, la musique de Madame. Ça crapouille. Ain't got no home, ain't got no shoes. Tu tournes, hein? Donc après on part avec vous, Christophe. Et tu as l'interview de... Ouais, c'est bon. Okay. On le lance vers 10h moins 5. Tu restes jusqu'à la fin ou tu dis au revoir après? Non, je reste jusqu'à la fin, je dirai au revoir. Alors donc je l'enverrai un peu avant pour que tu puisses dire au revoir. Il fait 24 minutes, c'est ça? 23h10. Okay. 23h10, en général on arrête à 27. Ouais, c'est ça, c'est que je m'étais calé sur 10h. De toute façon, comme vous n'êtes que deux, vous avez le temps de développer vos idées. Ah, Florence m'a dit fais attention, Christophe, il est très bavard. Mais ça, c'est son mari qui lui a dit ça. Donc, mon président. Donc, elle n'est pas du tout objective. C'est pas faux. Bon, j'aime bien Nina Simone, mais elle a la gueule. Hein? J'aime bien Nina Simone, mais là... Là, vous approcherez du micro, hein, s'il vous plaît. vous venez d'entendre Nina Simone dans La musique de Madame.
Alors, au bar de l'économie aujourd'hui, je reçois Naoufel Darkaoui, chargé d'innovation chez FH Construction, et Christophe Poupard, directeur général Star Labs. Alors, Christophe Poupard, commençons avec vous. Vous êtes directeur général Star Labs. Votre action principale, c'est de favoriser l'émergence d'entrepreneurs et d'accompagner le développement des startups. C'est en 1998 que vous prenez vos fonctions de directeur général de la Technopole du Val d'Oise. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous présenter Star Labs ? Tout à fait. Déjà, je vous remercie de me rappeler cette ancienneté notoire dans mon poste. Star Labs, c'est une association qui a une vocation de soutenir, d'accompagner des entrepreneurs sous différentes formes, des programmes d'accélération, de l'ouverture à l'international, de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement collectif, de les héberger. Donc nous avons aujourd'hui, soit en direct, soit dans le cadre de marchés, nous opérons pour des collectivités territoriales. Nous les accueillons dans des incubateurs, dans des pépinières d'entreprise, dans des hôtels d'entreprise, et principalement aujourd'hui dans le Val d'Oise et dans les Yvelines, sachant que historiquement c'est un dispositif qui a été mis en place en 85, vous voyez, ça nous rajeunit encore un petit peu moins, enfin un petit peu moins, par le conseil départemental du Val d'Oise. D'accord. Voilà à peu près tout ce que nous faisons. Et nous représentons une communauté d'entrepreneurs d'environ 150 entrepreneurs sont réunis dans Star Labs. Ce qui est déjà un bon résultat. Ce qui est plutôt satisfaisant. Un bon résultat. Alors aujourd'hui, nous allons parler du trophée Projet de lieu de l'innovation qui a été brillamment gagné par La Turbine et qui a été opéré par Star Labs. Je rappelle que l'inauguration a eu lieu lundi. Mais est-ce que vous pouvez également nous remettre un peu dans le contexte en nous précisant comment vous avez remporté ce trophée avec La Turbine? Alors, ce que je vais peut-être juste repréciser, donc La Turbine est une initiative publique donc, qui a été portée par, c'est assez intéressant parce que c'est assez emblématique, 3 collectivités, enfin 2 principales, donc le département du Val d'Oise et la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, ont souhaité s'engager dans un programme de soutien aux créateurs d'entreprises, un programme structurant et inscrit dans le temps. Voilà, pour affirmer notamment Cergy-Pontoise et le Val d'Oise comme étant un territoire fortement ancré dans l'entrepreneuriat et l'innovation. Voilà, et sur lequel nous sont venus se greffer la région et l'Europe. Et donc c'est dans ce cadre-là que la collectivité a tout simplement, donc en l'occurrence l'agglomération de Cergy-Pontoise, a lancé un marché pour chercher un opérateur pour cet outil. Et il s'avère que c'est La Turbine, dans le cadre d'un groupement avec une société qui s'appelle La Siège. Vous parliez tout à l'heure de la Chambre de commerce, donc La Siège est une filiale de la Chambre de commerce Paris-Île-de-France. Oui. Et donc nous avons remporté tous les deux cet appel d'offres. Voilà, donc ça c'est juste le côté contextuel de la chose. Par rapport à Filex, bah, écoutez, les choses sont assez simples. France Cluster, appel à projet avec EFAGE, concours futur lieu de l'innovation. Donc c'est toujours très compliqué de présenter un futur lieu de l'innovation. Et je crois que ce qui a plu, c'est les caractéristiques intrinsèques de l'outil, qui est un outil d'abord multisite, puisque là aussi, caractéristique, nous avons 3 sites dans La Turbine, un site principal du côté de Port-Cergy, pour ceux qui connaissent les anciens locaux de l'ISTOM et de l'EBI, inauguré lundi, 5000 m², 350 postes de travail. Donc quelque chose qui est déjà important, enfin, je veux dire qui est représentatif en tout cas. Qui est très important, hein, très important. Ouais. Visuellement très important, et qui a été rénové lourdement. Je rappelle, les élus l'ont dit lundi, 7 millions d'euros mis sur la table. Oui, Pour ce qui n'est pas rénover un rien. bâtiment, ce qui n'est pas rien. Donc ça traduit l'ambition. Ça c'est un premier site. Deuxième site, 1500 m², atelier industriel à Saint-Olomone, Chevière, pour les initiés, croisement entre la 184 et la 15. Et troisième site, très original, un incubateur dans une abbaye cistercienne à Saint-Olomone, à Maubuisson. 5 bureaux, 8 postes de travail. Et La Turbine, c'est cet ensemble. Et je crois que, pour répondre à votre question très concrètement, je crois que ce qui a aussi plu, entre guillemets, au jury ou au public devant lequel nous avons pitché à la rentrée, c'est ces éléments de différenciation un petit peu atypiques, au-delà de l'offre de service que nous allons développer à l'intérieur. Effectivement, dans la présentation que j'ai faite, j'ai parlé que de Port-Cergy, et je pense que c'est bien que vous resituez le contexte en expliquant que c'est multisite. Exactement. Parce que ça, c'est aussi important en termes de rayonnement. Tout à fait. Et multisite et multi-adressage, si je puis dire. Le monde de l'art et de la culture, oui, avec Maubuisson. Le monde industriel et de la PME avec Chaudière.
où là on a des boîtes de production, et puis le monde plus du service et de l'innovation, qui n'est pas exclusif par rapport aux autres, sur le port. Oui, c'est une complémentarité. Exactement. Une complémentarité qui fait sa force. Alors, on a parlé de la turbine, c'est un nom qui interpelle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a derrière ce nom, la turbine? Comme on disait un petit peu hors antenne, j'espère que ce n'est pas un lieu où nous allons brasser de l'air, ni le pomper d'ailleurs, accessoirement. Non, ce qu'il y a derrière, c'est, je reviens sur tout à l'heure, c'est avant tout une communauté entrepreneuriale. Ça, j'insiste lourdement parce que c'est vraiment la force aujourd'hui de notre dispositif, cette communauté d'entrepreneurs actuels et anciens. Et cette communauté aujourd'hui, elle s'investit aussi dans notre gouvernance. Aujourd'hui, mes vice-présidents, c'est des anciens chefs d'entreprise ou des patrons de PME, passés ou pas d'ailleurs par Starlabs. Ensuite, c'est une offre de service qui va être clairement haut de gamme. Aujourd'hui, on l'a testé depuis, vous avez eu la délicatesse de rappeler les dates tout à l'heure. Donc, on l'a testé depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, on a une capacité d'attractivité par rapport à ça. Aujourd'hui, on a des projets qui viennent de Paris ou qui sont passés par chez nous, qui sont allés à Paris, qui reviennent chez nous. On a quelques exemples d'ailleurs assez intéressants d'entreprises qui s'installent à la turbine, qui sont passés par chez nous dans le passé et qui reviennent parce qu'on a une offre de service attractive. Évidemment, des projets locaux. Alors, excusez-moi, je vous interromps, je serais tenté de vous demander qu'est-ce que vous appelez attractif par rapport à vos concurrents, par exemple? Les programmes d'accélération. Aujourd'hui, on a une offre d'accélération qui est tout à fait différenciante. Le traitement que l'on a de nos entrepreneurs, je sais surtout ça. Nos concurrents, quels sont-ils aujourd'hui? Alors, vous avez les incubateurs territoriaux, vous en avez à Saint-Quentin, vous allez avoir la Vallée, vous allez partout en Ile-de-France, il y en a 350 en Ile-de-France. Nos gros concurrents aujourd'hui, c'est des structures sur Paris. Et comme on dit souvent, nous aujourd'hui, nos entrepreneurs, on les traite comme des pépites. Et sur d'autres territoires, on les traite comme des grains de sable. J'aime bien cette image, oui. Donc nous, on les façonne, on est très impliqués à côté d'eux. Je vous donne juste un exemple. L'année dernière, donc sur une échelle plus petite, on a participé à trouver des financements à hauteur de 8 millions d'euros pour nos entreprises. On fait de l'ingénierie financière, on leur ouvre des portes, on a le relationnel avec les organismes de financement, on a le relationnel avec le monde académique, on est très proche du monde académique. Les plateformes technologiques sont totalement accessibles. On travaille avec la plateforme RH qui est sur Cergy-Pontoise, côté recrutement, côté gestion du personnel. Et on a cet environnement, cette proximité, et ça je peux le dire sans aucune flagornerie de ma part, je crois qu'on est l'un des seuls aujourd'hui à avoir cette dimension-là. Donc ça c'est vraiment notre force. Et puis, je crois qu'il faut aussi, moi je m'appuie beaucoup sur eux, c'est l'équipe derrière, sur une équipe de 12 personnes, on a une équipe qui est jeune, disponible, motivée, engagée, très proche des entrepreneurs. Je crois que c'est un ensemble. Voilà. Et ce qui fait aussi votre force, parce que vous avez réagi tout à l'heure, c'est aussi votre expérience. C'est que maintenant, ça fait déjà un certain nombre d'années que vous avez cette expérience-là et que vous mettez à disposition de ces entreprises. Oui, évidemment. Et puis, c'est les réseaux régionaux, les réseaux nationaux. Et je pense que notre engagement est très fort dans les réseaux. Et c'est un engagement qui est reconnu par nos pairs. Donc, quelque part, pour moi, c'est un curseur. Le fait d'être aujourd'hui membre de France Cluster, donc j'en profite d'ailleurs pour saluer Xavier Roy qui n'a pas pu venir aujourd'hui pour les problèmes de transport, qui est le patron de France Cluster. On est très engagé sur le réseau régional des pépinières et des plateformes de financement et initiatives. On est très engagé dans le réseau français des technopoles. On est très engagé dans des réseaux européens, internationaux, avec des labels. Donc, oui, c'est ces éléments-là aussi qu'on met à disposition de nos entrepreneurs. D'accord, c'est très clair. Alors revenons un petit peu sur la turbine. Est-ce que vous pouvez nous préciser à qui s'adresse en fait la turbine? Comment va fonctionner la turbine? Alors la turbine va fonctionner de manière assez simple. D'ailleurs, elle fonctionne aujourd'hui, même si on n'est pas encore dans les lieux, ça ne saurait tarder. Je pense que tout début d'année, on devrait pouvoir y être. Elle s'adresse à toute la gamme de l'entrepreneur. C'est-à-dire que depuis l'étudiant entrepreneur, donc nous allons notamment sur le site accueillir ce qu'on appelle le Pépite, qui globalement est le pôle entrepreneurial étudiant de la communauté académique de Cergy-Pontoise. L'étudiant entrepreneur, l'entrepreneur classique, l'entrepreneur un peu plus mûr, le chef d'entreprise, puisque nous avons une offre de service visuellement, si je puis dire, qui est le parcours résidentiel de l'entrepreneur, depuis le coworking jusqu'à la PME. En gros,
un entrepreneur qui rentre à la turbine, s'il démarre au bas de l'échelle entrepreneuriale, il peut rester 12 ans. D'accord. Alors, j'insiste là-dessus parce que je pense que ça, c'est l'un de vos points forts. J'ai fini mes études, j'ai envie de créer une entreprise, j'ai une idée, je viens vous voir. Oui. Je vais voir la turbine et on en discute et la turbine peut m'accompagner là-dessus. Et à côté de ça, j'ai déjà une entreprise, je me pose des questions sur la manière de la développer, que ce soit sur les aspects commerciaux, que ce soit sur les aspects financiers, que ce soit sur les aspects de partenariat peut-être à développer. Je peux aussi le faire, vous avez cette valeur ajoutée. C'est une sorte de boîte à outils entrepreneuriale de grande échelle. Et cette diversité fait aussi notre force. Oui. Et ça a été très clairement affiché par les collectivités. Il faut quand même rendre aussi ce qui leur appartient aux collectivités. C'est vraiment un projet porté sur les fonds baptismaux par les pouvoirs publics au service du développement économique du territoire. C'est très important aussi de le rappeler. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure financiers. Et annuellement, là aussi, l'agglo de Cergy-Pontoise finance l'outil en fonctionnement. Alors, dit autrement, je pense que ce que vous dites aussi est intéressant, c'est que vous ne travaillez pas en silo, en fait. Vous travaillez en fait de façon beaucoup plus horizontale et vous êtes capable d'accompagner sur l'ensemble des sujets une entreprise jeune à développer jeune ou déjà mature. Exactement. Et ce qui est aussi important, vous parlez de silo, de verticalité, vous avez aussi des partenaires qui sont in situ. Je cite aujourd'hui, donc moi je m'occupe d'un site qui s'appelle le Vitec 95, qui est un petit peu connu dans le Val d'Oise en termes d'incubateur. Vous avez des organismes comme Réseau Entreprendre, qui est physiquement chez nous. On travaille en étroite collaboration avec le groupement des employeurs, un groupement d'employeurs, le GEVO, sur lequel, accessoirement, je suis administrateur, mais on travaille avec eux. Donc on a des offres de services qui sont multiples. On est très proche d'Initiative, on est très proche de BPI. Aujourd'hui, par exemple, sur BPI, vous avez un outil qui s'appelle les bourses French Tech. C'est une subvention de 30 000 € vraiment en amont des porteurs de projets. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire sans me tromper qu'on a un taux de transformation de 100%. Ah oui, effectivement. Oui, alors que sur d'autres territoires, que je ne citerai pas, mais qui drainent beaucoup plus de projets, vous avez un taux de 20, 10, 20, 25. Oui. Donc c'est aussi pour nous ce fameux facteur d'attractivité. D'accord. Pour terminer sur la turbine, est-ce qu'on peut parler déjà de premiers résultats de la turbine ? Bien sûr. Les premiers résultats aujourd'hui, c'est déjà, on a commencé en novembre, de manière un petit peu opérationnelle, on a déjà fait 5 comités de sélection. 5 comités de sélection. Et on a déjà aujourd'hui, entre les transferts sur nos sites actuels plus les nouveaux, ça a été dit lundi par les élus qui sont intervenus lors de l'inauguration, donc je pense que ce n'est pas un secret, on est déjà à 70 projets signés, fléchés. Oui, très encourageant ça. Hein. Donc on a quasiment aujourd'hui un taux d'occupation à l'ouverture qui est aux alentours de 70%. De combien, pardon ? 70. 70%, ouais, ce qui est un beau résultat. Alors si je voudrais, pour conclure l'interview, revenir sur votre activité en fait et vous poser la question de savoir comment vous les dénichez en fait, ces startups, comment vous dénichez ces entreprises. Je serais tenté de vous dire, est-ce qu'elles viennent à vous, est-ce que vous allez vers elles ? Je pense que ça doit être un peu les deux évidemment, mais comment vous faites concrètement ? Alors en effet, il y a du push et du pull, comme on dit, oui. Il y a un marketing. On est omniprésent sur tous les canaux. C'est-à-dire qu'on est très présent évidemment sur les réseaux sociaux. On est très présent physiquement dans toutes les manifestations. On est très présent, on a une offre partenariale très importante et qu'on est très présent dans les incubateurs. On bosse par exemple avec les incubateurs des écoles d'enseignement supérieur. On va faire de la sensibilisation à l'entrepreneuriat dans les établissements supérieurs. Donc déjà là, on a un gros canal. Ensuite, on est très présent auprès des acteurs que je citais tout à l'heure, les réseaux consulaires, les réseaux de financement, BPI, etc., qui sont autant de sources. Voilà. On est très présent dans les dans les organismes de formation, dans les dispositifs de formation. On a une antériorité, comme vous le citez tout à l'heure, et puis aujourd'hui une reconnaissance, une légitimité qui fait foi. Donc on a un travail, on a un flux naturel, on a le bouche à oreille qui marche beaucoup. Et puis je vous citais, on a des entreprises, je trouve ça assez remarquable. Je vais vous citer juste un exemple pour finir. Allez-y. Je l'aime beaucoup. Un jour, on a eu des entrepreneurs qui sont venus s'installer chez nous. Ils ont créé leur boîte il y a une dizaine d'années.
Aujourd'hui, ils sont une trentaine, ils sont à Cergy-Pontoise, ils ont ouvert leur deuxième site de production industrielle, une société familiale. Ils ont des enfants, c'est un couple, donc ils ont des enfants, et l'un de leurs enfants a créé son entreprise dans l'un de nos sites, une boîte dans la start-up. Nous sommes dans la Startup Nation, c'est bien connu. Donc une start-up qui a été créée sur l'un de nos sites. On l'a bien structurée, ils bossent dans l'immobilier, dans le monde académique. C'est une sorte de Airbnb pour les étudiants. D'accord. Je caricature, Ouais. je simplifie pour aller vite. Il est parti sur Paris. On est resté en lien avec lui. Il a levé quelques dizaines de millions d'euros. Quand même. Il a 25 ans. Hein. Mhm. Les trois ont 25 ans, trois associés. On l'a accompagné, on est toujours en relation avec lui. Aujourd'hui, la turbine ouvre. Il revient chez nous. Il a déjà recruté aujourd'hui 15 personnes sur Cergy-Pontoise. Ce n'est pas des transferts, c'est des créations, j'insiste. Et il va installer tout le service commercial, informatique, je ne vais pas dire back-office parce que ce serait péjoratif, mais toute une partie développement sur Cergy-Pontoise parce qu'il n'a pas de place sur Paris. Il revient chez nous parce que on a cette proximité, cette continuité. Donc vous voyez, il y a cette logique de va-et-vient. Et là aussi, je me permets d'insister, peut-être pour conclure, il ne faut pas raisonner tout le temps en disant, voilà, on ne s'intéresse qu'à des projets du territoire, qui doivent rester sur le territoire, qui doivent vivre sur le territoire, qui doivent mourir sur le territoire. Aujourd'hui, on est dans des logiques de développement, de fluctuation, de mouvements pendulaires. Les entreprises se créent, se développent, partent, reviennent, etc. Donc je crois qu'il faut vraiment, comme on dit, ouvrir un peu ses chakras là-dessus et vraiment avoir ça en tête. Une entreprise, elle n'est jamais perdue pour un territoire, elle n'est jamais gagnée pour un territoire. Et la turbine est aussi dans cette logique-là. Merci Christophe Poupard. Je pense que c'est important la manière dont vous concluez, que nos auditeurs comprennent bien que votre logique, elle n'est pas cloisonnée, elle est bien dans le contraire. En fait, c'est le décloisonnement. Là, vous le faites au niveau des territoires, vous l'avez évoqué tout à l'heure au niveau de l'activité. Je pense que c'est un point qui est important. Donc, merci pour toutes ces informations qui vont permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de mieux comprendre comment se développent les startups. Et encore bravo pour votre collaboration avec la Turbine. Une dernière question plus pratique. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations? Est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux adresses? Bien sûr. Alors, vous avez deux adresses. Je vais commencer par la plus personnelle. Donc, c'est join, donc join-starlabs.com. Donc, vous voyez, là aussi, on est très dans l'anglicisme. Hein. Je vois, Et oui. par rapport à notre site, c'est important aussi. Et nous avons, et nos concurrents aussi d'ailleurs, et nous avons un deuxième site qui est entreprendre-du6 cergypontoise.fr, qui est donc le site économique de l'agglomération de Cergy-Pontoise sur lequel vous pouvez candidater en direct. Eh bien, merci beaucoup Christophe Poupard. Et ce que je vous propose, c'est de faire une transition avec une pause musicale. Elle était attendue cette pause parce que madame arrive. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Attends. Parce qu'en fait, elle va interviewer la personne. Et donc, il n'y a pas de chronique. Tout à l'heure, ce que j'ai dit, Nina Simone, la musique de madame, c'est la musique de madame Sœur. C'est pas le titre de... Ah ben moi, je prends tout le cash. Hein. Alors, je te jure, j'ai failli exploser de rire. Je me suis retenu parce que j'ai dit, c'est sérieux, faut pas déconner. Bruno n'est pas là? Il n'est pas encore arrivé, en tout cas, j'ai pas vu. Bruno doit venir aussi, c'est ça? Oui, je vais pour la pause musicale. Mais comme j'ai fait vite sur les La infos... musique, c'est le sport ou la cuisine. Parce qu'on entend bien, mais c'est... Musical. Déjà, En fait, c'est le jeune homme qui s'est bien trompé. Hein. Alors, ce qu'on Je va lui ai dit, faire- regarde bien quand même. Alors, c'est vrai qu'au début des mails, il y avait 9 et 12. Et puis au final, Non, mais ce qu'on ils va sont un peu faire... tous embrouillés. Normalement, Florence vient pour accueillir juste le jeune homme pour parler de la star. Ce qu'on va faire, on va enchaîner. De toute façon, il est 9h30, donc nous, on va enchaîner. Il faut qu'à 10h, on ait terminé pour pouvoir lancer Non, elle ne la fait l'interview. pas puisqu'elle vient pour une interview. Elle va pas faire une demi-heure. Oui, elle va sûrement se faire. Mais de toute façon, Bah, fais comme vous aviez prévu. mais non, mais de toute façon, on arrête à 10h, 10h02, 10h03 pour balancer la 23. Il y a Donc, on 23 a minutes le 10. temps de faire les deux. J'aurais pas une demi-heure de discours. Hein. Non, un quart d'heure. Ouais, voilà. Et puis elle arrive à quelle heure, tu m'as dit? Combien de temps il reste? Je me renseigne. Il faut qu'elle soit là et Elle m'a dit faire ça normalement, en elle est là une vers moins le demi-heure. quart. Ou alors, elle le fait à 10h10. On lance à 10h moins le quart l'interview. La chronique, elle fait 23 minutes. Et si on la lance à 45? Oui, mais moi, ça ne me dérange pas.
En général, c'est en fermeture, mais bon. Oui. Parce que dès qu'elle est lancée, je ne peux pas l'arrêter. 23 Ah oui, c'est minutes. sûr. Bah, elle m'a dit vers moins le quart, on m'a dit ce qu'elle arriverait de toute façon. Bon. Donc, Enfin, on verra bien. Qu'est-ce que tu nous fais passer là? Là, c'est. Te trompe pas. c'est Florence Sueur avec sa dernière composition. Dominique Filon. Je connais même pas du tout. Et le titre? Alors là, tiens, alors là. Harry. T'es vraiment. T'es vache avec moi. Hein. Arrivederci? Harry. Attends, Harry Zel. Non, mais franchement, non. Non, on Dominique laisse tomber. Filon. D'accord, ok. Christophe Houpard, ça va? C'est bon? Vous n'avez rien oublié? D'accord, ok. Moi, c'était parfait. Tiens, le voilà, Monsieur Vigoureux. Ah bah alors, on la passe maintenant? Tu veux y aller? Viens, viens. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Tu l'envoies tout de suite, comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Bonjour, messieurs. Bonjour, je suis Bruno Vigoureux. Eh ben, moi, je suis Parce que Dominique Flora. je vais le revoir tout à l'heure, déjà, c'est... Oui, on s'en voit tout à l'heure. Ouais. On envoie? Ouais. T'es prêt? T'es prêt? Bonjour, messieurs. Bonjour. Ouais, oui, c'est... Comme ça, c'est juste après la pause musicale. Attends, que je ne Vas-y. pas de... Sinon, tu fais ton émission de cet après-midi, tu vas très bien. Oui, c'est ça, je peux... Parce que j'ai les deux, là, c'est pour ça. J'ai l'émission de cet après-midi aussi. C'est fait. Ah bah, comme ça. C'est bon? Oh, c'est excellent. Là, j'espère que ça va vous On y plaire. va. Alors, vous venez d'entendre Dominique Filon. Et au bar de l'économie, aujourd'hui, je reçois Naoufel Darkaoui, qui est chargé d'innovation chez FH Construction, et Christophe Houpard, directeur général Starlab. Mais je vois également Bruno Vigoureux qui vient d'entrer dans le studio Bonjour. et qui va nous présenter. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme tous les jeudis, une petite recette. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose une recette simple, efficace et qui normalement fait plaisir à tout le monde. Avant de plonger dans les festivités pour Noël, je vous propose un bon plat de lasagne à la viande et aux épinards. C'est tout bête, mais c'est tout bon. Je vous assure que vous allez vous régaler. On va donc faire une recette pour 6 personnes. Il faut compter une trentaine de minutes de préparation et 1 heure de cuisson. Vous avez besoin d'une boîte de lasagne prête à cuire, ça se trouve sans problème, 700 g d'épinards hachés, une briquette de crème liquide, 2 tomates, 2 oignons, 750 g de viande hachée. Pour la béchamel, il vous faut 50 g de beurre, 50 g de farine et du lait. Pour commencer, vous préparez la béchamel en faisant fondre le beurre. Vous ajoutez la farine d'un coup et vous mélangez. Puis, vous incorporez le lait froid au fur et à mesure et vous n'arrêtez pas de remuer. Votre sauce va s'épaissir toute seule comme une grande. Vous laissez sur feu doux. Vous faites revenir les tomates et les oignons dans une poêle et ensuite vous ajoutez la viande. Dans une autre poêle, vous faites chauffer les épinards avec la crème liquide et vous les ajoutez à la viande. Dans un plat allant au four, que vous pouvez beurrer si vous le souhaitez, vous le tapissez de béchamel, puis vous installez les feuilles de lasagne, une couche de la préparation viande épinards, puis de nouveau de la béchamel. Vous terminez par des lasagnes et de la béchamel. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre du fromage râpé. Vous enfournez à four chaud à 180 degrés et vous laissez cuire 1 heure. Vous pouvez faire exactement la même chose si vous ne souhaitez pas manger de viande avec du saumon à la place de la viande hachée et c'est tout aussi savoureux. Vous pouvez ensuite amener ce plat bien chaud, bien fumant sur la table, accompagné d'une salade et vous allez voir, toute la famille va se régaler. Et puis c'est drôlement bon. C'est pas moi qui le dis, ce sont mes petits-enfants à qui j'ai fait ce plat. C'est super, m'a dit mon petit bonhomme. S'il le dit, c'est qu'il a forcément raison. Bonne cuisine à tous et à bientôt. On se retrouve à 13h30 tout à l'heure dans l'émission Sport en Val d'Oise où on va parler d'un drôle de sport, le bridge. Mais est-ce que c'est vraiment un sport? On en parle à 13h30. Au revoir. Merci beaucoup Bruno pour cette recette qui nous donne vraiment envie de la faire et surtout envie de la déguster. Bon appétit à vous alors. Merci. Alors, donc au bar de l'économie, aujourd'hui, nous avons 2 personnes. Nous avons Christophe Houpard, qui est directeur général Starlab, et Naoufel Darkaoui, qui est chargé d'innovation chez FH Construction.
Naoufel Darkaoui, vous travaillez chez Eiffage Construction, qui est une grande entreprise française installée en France et à l'international. Est-ce que vous pouvez, pour introduire le sujet, nous présenter Eiffage avec ses différents secteurs d'activité? Ah oui, bien sûr. Tout d'abord, je vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup. Alors Eiffage, comme vous l'avez dit, est un très grand groupe, présent à l'international. Donc Eiffage, c'est plus de 70 000 collaborateurs, dont 10 000 au sein d'Eiffage Construction. Eiffage, c'est également 100 000 projets par an. Eiffage Construction se découpe en 4 branches. Donc la branche construction, infrastructure, énergie système et concession. Ces 4 branches comportent, on va dire, 8 métiers qui sont tous complémentaires et qui nous permettent ainsi une grande capacité d'innovation. Cette capacité se traduit notamment par la tour Hyperion, qui est actuellement en construction à Bordeaux, qui est la première tour, la plus grande tour de France et la première en bois, qui va comporter 17 étages et qui fait maintenant plus de 50 mètres de haut. D'accord, merci pour vos précisions. Alors, plus particulièrement, votre rôle chez Eiffage, c'est de promouvoir l'innovation au sein de l'immobilier et l'aménagement des territoires. Mais comment pense-t-on l'innovation dans l'immobilier? Alors, très simplement, je vous parlais de volonté d'innovation au sein d'Eiffage. Et cette volonté s'est notamment manifestée par la création de mon équipe, de l'équipe dans laquelle je fais partie. C'est l'innovation de la ville. Alors, nous intervenons sur 3 axes forts. Donc, le bas carbone, qui est, pour ainsi dire, construire en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. La biodiversité, de construire dans un environnement qui est préservé, en préservant la faune et la flore dans laquelle nous nous trouvons. Et enfin, l'immobilier de demain, donc mieux vivre dans son logement. Et ainsi, c'est un axe plus technologique qui montre notre volonté d'accompagner l'habitant dans l'acquisition d'un appartement, qui est quand même une étape, pour ainsi dire, fondamentale dans la vie d'un être lambda. Alors, on reviendra sur ces sujets-là. Je voudrais qu'on revienne sur le sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est que vous êtes donc sponsor des Trophées Philex. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez en fait créé ce partenariat avec Franz Köstler et comment vous avez fait concrètement ensuite pour sponsoriser la démarche? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, Franz Köstler, je vais le présenter très rapidement. C'est 200 membres, donc 200 clusters répartis sur le territoire national, dirigés du coup par Xavier Leroy, que je salue également. Donc c'est également un centre de ressources et de formation au management qui permet donc à ces passionnés de divers secteurs de se former au management. C'est un service d'aide individuelle et collective au développement des différents projets. Et c'est enfin un canal de communication institutionnelle. Donc pourquoi ce partenariat? Alors, on s'est rendu compte au sein d'Eiffage qu'il y avait divers parties qui étaient concernées. Tout d'abord, les pôles de compétitivité. On a remarqué avec Xavier Roy, que l'ouverture des lieux vitrines d'innovation se multipliait. Il y avait plus d'une vingtaine de projets en cours au sein des différents clusters et une vingtaine de projets en réflexion également. Il y a également un besoin chez les collectivités, puisque les appels à projets se multiplient. Donc il y a de plus en plus d'appels à projets pour soutenir l'ouverture de tiers-lieux d'innovation. Donc là, je parle notamment en Occitanie, en Hauts-de-France ou en Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'ailleurs, la région Île-de-France compte ouvrir prochainement, d'ici à 2020, près de 1000 lieux, 1000 nouveaux espaces d'innovation. 1000 lieux 1000 nouveaux lieux. C'est extrêmement important, me semble-t-il. Après, on parle de lieux allant de l'incubateur à des lieux plus réduits dans lesquels on pourrait innover. D'accord. Et enfin, pour Eiffage, c'est aussi pour nous la possibilité d'accompagner la création de lieux d'innovation le plus en amont possible, et ainsi co-construire des projets qui pourraient exister. Et enfin, disposer de partenaires régionaux bien implantés sur les territoires, au sein des différents territoires. Et dans votre rôle de sponsor, est-ce que vous avez la conviction d'accompagner ou d'accélérer certains développements? Alors, nous, notre rôle en tant que sponsor, c'est notamment valoriser les initiatives portées par les différents pôles et les différents clusters et soutenir une dynamique qui se crée actuellement depuis quelques années, la dynamique d'innovation. Et enfin, notre but en tant que sponsor également, c'est de déceler de nouveaux projets qui auraient besoin d'accompagner, qui auraient besoin d'expertise que certains pôles n'ont pas dans certaines compétences. En général, un passionné est très bon dans ce qu'il fait, il n'a pas forcément les compétences en matière de développement économique ou autre nécessaires pour monter un lieu d'innovation. Est-ce que cela veut dire qu'au-delà de votre rôle de sponsor, vous souhaitez vous impliquer, je veux dire, dans la vie courante de l'entreprise ou de la pépite, entre guillemets, que vous auriez décelée? Alors nous, on peut intervenir dans la programmation, oui, pour ouvrir les lieux, pour organiser, on va dire, le quotidien. Notre rôle à nous n'est pas d'intervenir dans la vie quotidienne de l'entreprise. Je comprends bien, mais je reviens sur cette question parce que je vais peut-être la poser différemment.
comment vous concevez de manière dynamique votre rôle de sponsor? C'est-à-dire qu'au-delà de sponsoriser en termes de communication, de marketing et d'approche pour l'opération, comment vous concevez l'aspect plus dynamique de votre rôle de sponsor? Alors ça passe par des échanges, on échange avec normalement le lauréat. Avec Nature Build, ça a été très simple parce que le projet était déjà bien abouti, donc il a été inauguré lundi et on les félicite. Cependant ça passe par créer l'identité du lieu, le sentiment d'appartenance, encourager les rencontres entre le sponsor et du coup et le gagnant, et voilà, tous ces genres de biais qui pourraient exister. Alors je serais tenté de vous poser une dernière question sur le sponsoring. Vous avez donc sponsorisé ces trophées. Aujourd'hui, ces trophées ont été distribués. Vous en ressortez une action positive de votre part. Vous êtes satisfait de ce qui a été fait dans la présentation de ces trophées, la manière dont ils ont été amenés et la qualité de ces trophées? Il y a beaucoup de questions, je sais. Hein. Oui, absolument. Non, absolument. Donc, en amont de cette remise de trophées, il y a évidemment un travail qui a été fait. Donc, il y a un appel à projet qui a été lancé au sein de la communauté des différents pôles pour identifier des projets qui seraient en cours de construction ou qui seraient près de l'aboutissement et enfin détecter le pôle qui détenait le projet le plus abouti. Et donc, je me suis perdu dans les propos, mais ainsi en détectant, oui voilà, c'est que la démarche ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas uniquement à l'accompagnement, il y a une démarche en amont, il y a une démarche en aval qui fait qu'il est nécessaire d'échanger avec les lauréats, d'échanger avec les participants pour les aider à arriver à un projet abouti. D'accord. Et dites-moi, je voudrais profiter de votre présence puisque vous représentez la société Eiffage et vous êtes plus particulièrement centré sur l'innovation. Je voudrais que vous nous parliez d'un sujet que vous avez déjà commencé à évoquer. En fait, c'est dans un contexte où on en parle beaucoup d'environnement, de CO2, de préserver la planète. Chez Eiffage, comment appréhendez-vous l'immobilier de demain, la biodiversité et tout cet aspect environnemental? Alors, tout simplement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous on travaille sur 3 axes forts. Donc, le bas carbone, la biodiversité et l'immobilier de demain. Donc, le bas carbone, comme je vous l'ai dit, c'est construire en réduisant nos émissions en énergie grise. Ça passe notamment par différentes méthodes et procédés de construction. Donc, le bois se développe. On a créé une filière Eiffage construction bois. On passe par des procédés de construction aussi autres, tels que les conteneurs, donc les constructions modulaires. Et on travaille notamment sur du béton qui serait recyclable, du béton recyclé, et du béton recarbonaté. Donc on a des partenariats avec des universités en Ile-de-France, donc des chercheurs qui travaillent sur le sujet pour nous permettre du coup de recarbonater du béton et ainsi réemployer du béton qui aurait déjà été utilisé pour réduire toutes les émissions de carbone. C'est vraiment un axe de développement chez Eiffage? C'est un axe primordial chez Eiffage et c'est un axe qui est traité au quotidien. Et donc dans l'implication que vous aurez dans les constructions, on pourra voir ça quand? Alors on y travaille actuellement sur un projet, donc le projet de la vallée, l'écoquartier de la vallée à Châtenay-Malabry. Donc c'est actuellement testé sur ce projet-là. Donc on espère avoir des résultats dans les mois et années qui arrivent. Évidemment c'est un projet qui est encore en cours de développement et c'est un procédé qui va être long, j'imagine, en recherche. Très bien. Eh bien, écoutez, Naoufel Darkaoui, je vous remercie pour votre éclairage et puis à la fois vos actions d'aujourd'hui, mais aussi celles qui sont à venir pour demain. Alors, si on veut vous contacter, comment fait-on? Alors, écoutez, moi, je suis joignable sur mon adresse mail Eiffage, donc naoufel.darkaoui@eiffage.com. Oui. Et puis, il y a tout plein d'informations qui sont disponibles sur nos sites Eiffage Construction, Eiffage Immobilier. En fait, on tape Eiffage dans le moteur de recherche. Je pense pas mal et on vous de recherche. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause musicale. Courte pause. Parce qu'il faut qu'on ait le temps de passer Pascal Boniface et Camille Frey, c'est largement bon. Vous avez bien fini? Vous avez tout dit ce que vous aviez à dire? C'est vrai? Tu te rends compte? T'as été Vous êtes étonné, hein? formidable. Vous avez vu comment je suis arrivée à sec? C'était moi le coupable en fait. On va récupérer. Le pauvre Dominique, pour sa première, il était affolé. Ah non, c'est pas la première. Première vraiment tout seul. Tout seul. Vous ne saviez pas ça, hein? T'es sûr que c'est la première tout seul? Ah oui, c'est sa première, tout seul, tout C'est la seul. deuxième. J'étais derrière hein, pour l'autre. Bon, c'est pas grave. Je reprends la parole, je te passe la parole. Oui, tu reprends la parole, tu annonces le nom de tous nos invités. Donc là... Ça vous dérange pas si je peux mettre mon ordi là? Non, non, vous pouvez. Allons-y vite parce que dans 30 secondes, on prend l'antenne. Sinon, ça va être chaud pour passer tout le reste. Et après, Philippe, on enchaînera directement avec l'interview de Pascal Boniface.
Qu'est-ce que tu nous passes là? Je sais pas, c'est une musique à madame. Ah, madame, oui, c'est moi. Enfin, apparemment, je suis la seule, sauf qu'il y en a d'autres qui Zen. veulent revendiquer le nom. Zen. C'est Rose Laurent. Z-A-Y-N. Votre prénom, c'est Ross? Ross, ouais, mon prénom, ouais. T'as entendu ce que je t'ai dit? Ouais, Zen, tu m'as dit. Zayn, tu veux dire? Oh, Zen. Reste Zayn, c'est Zayn. Et le Tout titre? à l'heure et Zen maintenant. Et le titre, s'il te plaît? Alors, trampoline. Ouais, Trampoline, c'est le Ah, mais titre. c'est toi qui tu fais ça. Je le fais, si tu... Oui. Non, ce que je fais, c'est que je reprends la parole, bonjour, et savez-vous qui est entré dans Tu le dis pas studio? bonjour. Non, savez-vous qui est rentré dans le studio? Florence vient de nous rejoindre. Ross je lui passe Laurence, la parole. président Califret, est Florence. interviewé par Florence Sueur. Ah, tu préfères Comme ça. Là, je Ouais. Je sais pas, vous pouvez me dire juste cofondateur de Califrey, ça vous dérange pas? D'accord, cofondateur, pas de souci. Cofondateur. Et ça existe depuis... Depuis 5 ans, C'est ça. Ouais. Donc redonnez-moi la date, hein. Fin 2014. 2014. Ok. On y va. C'est bon? Ouais, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Tu prends quel micro, celui-là? Ouais, on va je se partager. passe le micro. Il- Au bar de l'économie aujourd'hui, nous recevons Naoufel Darkaoui, chargé d'innovation chez FH Construction, Christophe Poupard, directeur général Star Labs, et également Ross Laurence, qui est cofondateur de la société Califrey depuis 2014. Et nous avons également Florence qui va procéder à l'interview de Ross. Merci beaucoup à tous. Merci Dominique Flora. Alors, on vient d'entendre pour cette pause musicale Zayn avec son titre Trampoline. C'est un titre, un des succès de cette année. Alors, effectivement, troisième interview du jour, la société Califrey qui est... Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est encore une start-up? Vous fonctionnez comment? Toujours en mode start-up? C'est-à-dire toujours en accélération d'entreprise, ou bien est-ce que ça y est, les choses sont posées puisque maintenant vous existez depuis presque 5 ans pour Califrey? Alors bonjour, donc je pense qu'on peut dire qu'on est toujours une start-up au niveau de la croissance, mais on a aussi notre cœur, on va dire, est une PME, sachant qu'on a une équipe qui travaille donc sur le mine de Rungis. On a 8 personnes qui travaillent sur le mine de Rungis à plein temps en CDI chez nous. Et on est 28 dans la boîte actuellement. Donc beau succès, déjà 28 en 5 ans. Oui. Alors on va rappeler que Califrey, c'est une entreprise que vous avez créée. On a l'impression que le nom existe depuis longtemps, donc je trouve que c'est un très joli nom que vous avez choisi avec vos associés. Donc on va redire que vous faites du commerce de gros en alimentaire et en objets divers, c'est bien ça? C'est ça. Alors en fait, pour vous expliquer rapidement, on est une solution qui permet donc aux restaurateurs franciliens de commander tous leurs produits frais et secs pour la restauration en ligne avant minuit pour une livraison le lendemain directement dans leur cuisine. Et donc c'est nous qui nous occupons de sélectionner tous les produits. Donc mes associés, donc Pierre et Simon, avec qui je travaille depuis 5 ans, c'est nous au départ qui avons sélectionné nos fournisseurs sur le mine de Rungis. On a travaillé avec plus de 70 fournisseurs depuis nos débuts. Et donc voilà, on s'occupe de toute la chaîne logistique, de la prise de commande à la livraison et à la sélection des produits. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à la base, votre société fournit tous les restaurateurs et tous ceux qui veulent cuisiner du frais, on est d'accord? Exactement. Et c'est vous qui avez fait, donc à Rungis, vous avez fait un choix, une sélection de fournisseurs, de fabricants finalement, d'agroalimentaire, comme on dit. Et donc vous mettez en lien sur votre site internet cette sélection, cette première sélection pour des restaurateurs. C'est ça. Alors en fait, nos clients ont accès à plus de 4000 références. Et c'est bien important de préciser que c'est vraiment le travail de Califrey de sélectionner les meilleurs produits. Et bien, comme vous avez dit, Califrey, ça vient de qualité et fraîcheur. Et ça, c'est vraiment notre marque. C'est de sélectionner les meilleurs produits qui sont disponibles sur le mine. Alors, Ross Laurence, expliquez-nous un peu quels sont les produits qu'on peut trouver sur votre plateforme. Alors, donc nous, notre particularité, c'est vraiment de regrouper tous les produits frais. Donc, c'est-à-dire qu'on propose des produits carnés, de la volaille, des fruits et légumes, de la crèmerie, de la marée, des produits d'épicerie. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer aux restaurateurs
de pouvoir regrouper tous les produits dont il ou elle aurait besoin dans sa cuisine pour faire ses plats. Alors, est-ce que ce sont que du frais brut ou bien est-ce qu'il y a aussi des choses cuisinées? Alors, ou pré-cuisinées, on va dire. Alors, vraiment, essentiellement, nous, c'est les produits bruts qu'on vend. Il y a un petit peu de plats élaborés, mais c'est vraiment une minorité de nos produits. L'idée, c'est de vraiment pouvoir proposer des produits bruts, frais, aux restaurateurs, et en fait de leur simplifier la vie. Alors, vous dites dans votre... quand on a préparé cette émission, vous me dites on a une démarche écologique, c'est-à-dire, expliquez-nous. Alors, jusqu'à date, on est le seul fournisseur sur le mine, donc le marché international de Rungis, à avoir une flotte qui roule totalement au gaz naturel. Donc, voilà, on évite le greenwashing et voilà, pour nous, c'est une évidence. Et donc, comme je vous ai dit, la majorité de nos produits, on les source sur le marché de Rungis. Mais on commence maintenant à sourcer de plus en plus de produits locaux et bio. Et ça, c'est vraiment la suite de notre démarche. Alors, vous avez des voitures qui roulent au gaz naturel. Vous proposez des produits bio. C'est une sélection première. La première qualité que vous demandez aux agriculteurs ou à vos fournisseurs, c'est d'avoir du bio? Alors, ce serait compliqué de proposer que du local et du bio actuellement parce qu'on sait que ça coûte considérablement plus cher. Et on sait que, sachant que nous, on travaille essentiellement avec des restaurateurs indépendants sur Paris, les marges sont faibles. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment de proposer une solution hybride où ils pourraient sélectionner du local et du bio et des produits tout venant. Alors, vous dites également que la profession souffre d'un retard dans l'offre pour la restauration et notamment de raccourcir tous ces circuits. C'est bien ça? C'est ça exactement. Alors nous, on est vraiment au tout début de ce projet-là. On maîtrise bien tout ce qui est produit sur Rungis, mais vraiment le futur de Calivray, ça va être de se diriger vers le local. Et donc mon troisième associé Simon, qui s'occupe de toute la partie tech, on est en train de voir comment on peut développer des technologies pour justement pouvoir sourcer de manière plus efficace encore des produits locaux et des produits bio. Voilà, finalement, il y a deux métiers. Celui qui va à la pêche, j'allais dire, aux produits. Il faut tout le temps innover. Un restaurateur, il a besoin de nouveautés. Et la deuxième, on va dire, votre deuxième challenge, c'est d'aller à la pêche aux restaurateurs. Donc finalement, qui est dans votre clientèle? Vous avez à la fois des étoilés, des non étoilés. Comment faites-vous votre sélection, j'allais dire, commerciale? Parce que là, finalement, c'est eux vos clients. Alors, donc, nous, la majorité de nos clients actuels sont des restaurants indépendants qui font du fait maison et du frais. Donc on a une cible qui est assez large à ce niveau-là. Mais ce qui est vraiment important pour nous, et ça va être comme ça qu'on choisit nos clients et que nos clients nous choisissent, c'est le frais. C'est le frais et la qualité. Et donc là, vous avez référencé. Est-ce que c'est une culture, j'allais dire la culture du frais, qui revient dans les restaurants? Parce qu'on a souvent parlé de la 6e chaîne, je me souviens, fut un temps. C'est-à-dire que les restaurateurs utilisaient des plats tout prêts qu'ils surgelaient pour dégeler. Est-ce que maintenant, on revient à un nouveau mode de consommation? Est-ce que le particulier, c'est ça, le client du restaurant, c'est ça qu'il demande? Ça, c'est sûr, et justement, ça revient aux marges serrées. Je veux dire, maintenant, avec que ce soit sur Google Maps, TripAdvisor, tous les restaurants ont une note, et la concurrence se joue vraiment sur la qualité des produits et la fraîcheur. Donc là, on est vraiment sur un marché où on travaille essentiellement du frais sur Paris. Alors côté entreprise, Ross Laurence, vous êtes cofondateur de Califray. Comment vous êtes-vous financé? C'est de l'autofinancement complet avec vous trois ou allez-vous vous deviez faire un appel de fonds? Est-ce que c'est en cours? Alors justement, jusqu'à date, on est autofinancé. On a emprunté de l'argent. On a eu des subventions aussi de la BPI.
Et là, on est sur une levée de fonds. Et le fait de lever de l'argent va nous permettre de nous développer encore plus sur Paris, en dehors de Paris. Donc là, vous appelez à combien? Combien vous avez besoin pour vous développer? Alors là, on va lancer un appel. On est sur une levée de fonds à 5 millions d'euros. Là, c'est 5 millions d'euros qu'il faut pour faire quoi? Donc, pour investir dans quoi? Pour investir donc vraiment dans tout l'aspect tech. Mon cofondateur Simon, lui, vient de compléter sa thèse, son doctorat en machine learning. Et en fait, on est vraiment en train de développer tous ces outils qui vont nous permettre de sourcer des produits locaux, comme je disais avant, et de nous permettre de nous développer dans un premier temps dans toute la France et dans un second temps en Europe. Toujours pour livrer vite, c'est-à-dire que finalement, quand on est restaurateur, on peut commander. Quand faut-il commander pour être livré le lendemain ou 2 jours après? Dites-nous un peu le process de livraison et de commande. Alors c'est ça vraiment notre particularité, c'est le restaurateur peut commander tous ses produits en ligne avant minuit pour une livraison directement dans sa cuisine le lendemain. Et ça c'est vraiment un des points différenciateurs de Califray. Donc ça c'est vraiment un challenge, parce que ça veut dire qu'il faut que vous ayez des chauffeurs, une manière de livrer, que toute l'organisation soit nickel. Alors ça, on est totalement d'accord, et justement, quand je vous ai dit qu'on avait un esprit PME, et c'est là où on se différencie de beaucoup de startups, c'est que tous nos employés sur le mine de Rungis sont en CDI chez nous. Celui qui est là depuis le plus longtemps est avec nous depuis presque 4 ans maintenant. C'est lui qui gère toute la logistique. Et c'est ça qui nous permet vraiment d'avoir un service qui fonctionne. Un service plus. C'est d'avoir des gens qui sont vraiment investis dans la boîte. Finalement, quand un restaurateur vous commande, il peut réduire. Habituellement, les restaurateurs, ils ont entre 3 à 5 ou 6 fournisseurs. Exactement. Avec vous, ils peuvent avoir presque qu'un seul. Ils peuvent réduire leur nombre de fournisseurs. Exactement. Ça, c'était vraiment l'idée de base. Et c'est mon cofondateur Pierre qui a fait un stage il y a 6 ans sur le mine de Rungis, qui s'était rendu compte que ça fait quand même beaucoup de fournisseurs. Chaque restaurateur a un fournisseur de viande, de fruits et légumes, de crèmerie, etc. Il faut les sélectionner, ça prend du temps, il faut rencontrer. Exactement. Et nous, donc, dès qu'il y a une demande, un souci, quelque chose, il n'y a qu'un seul interlocuteur pour tous ces produits frais. Alors pour un restaurateur, au niveau des prix, comment ça se passe? Comment vous dégagez votre marge, vous? Puisque j'imagine que le prix est un gros sujet de contrat. Oui, ça, on est bien d'accord. Donc nous, c'est très simple. En fait, on achète en gros sur le mine de Rungis et on applique une marge. Et en fait, le prix qui est vu sur le site est le prix livré. Donc c'est simple. Le restaurateur peut très facilement faire son calcul en voyant les prix qui sont directement sur le site. La seule contrainte, c'est un minimum de 100 € par livraison. Voilà, c'est le minimum de commande. Oui, mais sachant que vous pouvez commander la crèmerie, les fruits et légumes, la viande, la marée. Oui, ça va vite. Ça va vite. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite, ouais. Vous dites que vous faites un appel de fonds à hauteur de 5 millions d'euros. Mmh. Comment fait-on si on veut souscrire? Est-ce que c'est par une plateforme? Est-ce que vous avez un groupe de business angels? Par où passe-t-on? Par vous directement? Alors en fait là, pour les 5 millions d'euros, là on passe par des investisseurs privés. Donc ça ferait vraiment partie d'une structure qui s'occupe d'investir. Donc c'est pas tant un investissement ouvert au public entre guillemets, mais si des restaurateurs sont intéressés et veulent travailler avec nous, ils peuvent aller. Vous accepteriez que finalement vos clients soient investisseurs? Ah non, pardon. Ce que je voulais dire, c'est que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui voudraient travailler avec nous, peuvent aller sur notre site pour prendre contact avec nous pour bosser avec Califray. Donc, et le particulier, si lui veut investir, est-ce qu'il peut contacter ses investisseurs? Alors non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais pour parler du particulier, ça c'est aussi un projet qui nous tient à cœur, pas tant sur l'investissement, mais surtout aussi à terme de pouvoir livrer des particuliers en produits frais. Ça, ce sera un projet bon, vous reviendrez nous le dire une autre fois à l'antenne. Bien, ouais. Ross Laurent, si on veut prendre contact avec vous, si on est donc restaurateur et qu'on veut bénéficier de vos services, comment fait-on? Alors c'est très simple. Soit vous allez sur notre site
califray.paris et vous pouvez nous envoyer un message en direct, soit vous pouvez nous contacter par mail info@califray.paris. Voilà, il faut rappeler que Califray, ça s'écrit C-A-L-I-F-R-A-I-S. Exactement. Ouais. Voilà, une jolie société à suivre, une start-up qui est en train de passer le pas à la PME, à suivre dans le domaine du frais et pour les restaurateurs, donc du B2B comme on dit. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence malgré les grèves, Rose Laurence, parce que c'est vrai que c'est un challenge pour venir nous rejoindre. Et on va tout de suite rejoindre Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, qui interviewe Stéphane Abyss, car effectivement, l'agriculture, c'est un outil de géopolitique et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Pascal. Dirige le club Déméter, qui s'occupe des questions agricoles. Sébastien Abyss, est-il exagéré ou au contraire pertinent de parler de géopolitique quand l'agriculture est en cause ? Oui, parce que finalement, la géopolitique qui concerne les activités humaines sur un territoire et qui peuvent exprimer des coopérations, des solidarités ou au contraire des rivalités, des tensions, les questions agricoles et alimentaires en fait sont depuis le début de l'humanité au cœur de ces équations complexes. L'agriculture, c'est une vieille activité. C'est une activité qui a permis à l'homme d'être sédentaire, ça a permis le développement des villes, ça a permis le développement d'une sécurité alimentaire et donc de permettre à l'être humain de mieux vivre, de vivre plus longtemps et de développer un certain nombre d'activités. Donc l'agriculture, elle est au début d'un certain nombre d'histoires. L'agriculture est intéressante par ailleurs et c'est en ça aussi où elle est géopolitique parce qu'elle convoque plusieurs disciplines à la fois. L'agriculture, c'est de la technique, c'est des sciences, c'est de l'agronomie, c'est de l'innovation. Mais l'agriculture, c'est aussi de la géographie, le climat, la durabilité, l'environnement. L'agriculture, c'est également l'économie, les marchés, le commerce, la logistique. Et l'agriculture, c'est les affaires politiques. Tous les États dans le monde ont eu des politiques agricoles. Tous les territoires essayent d'avoir une stratégie de sécurité alimentaire. Et finalement, tous les individus sont concernés dans les temps profonds de l'histoire, comme actuellement, puisqu'on est tous confrontés au quotidien à cette nécessité de devoir se nourrir. Et en cela, il y a aussi une géopolitique de l'agriculture parce que le défi alimentaire ne disparaît pas. Même en 2019, il est là, plusieurs fois par jour si tout va bien pour les individus. Ça concerne tout le monde sur tous les continents. Et l'agriculture, c'est l'alimentation. Il faut jamais le perdre de vue. Il faut des activités agricoles pour permettre cette sécurité alimentaire. Et la vie des gens et la stabilité de territoire n'est jamais vraiment la même quand les estomacs se creusent ou la nourriture vient à manquer. Ce que vous dites me fait penser à un livre fameux, publié il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, qui s'appelait « Géopolitique de la faim ». Oui, Géopolitique de la faim avait bien montré que quand justement la faim s'installe dans des territoires, on peut avoir des difficultés. Encore une fois, à l'échelle de l'individu ou à l'échelle d'un collectif, d'une nation. Et c'est important de souligner que finalement la question agricole a peut-être été marginalisée à la fin du XXe siècle, au début de ce siècle, dans la grille d'analyse des relations internationales et des grands dossiers stratégiques. Marginalisée parce qu'en fait, elle n'était plus concernée par l'effet de surprise. L'agriculture, c'est un vieux sujet, c'est un sujet qui remonte très loin dans le temps, et ça apparaît comme un secteur d'activité appartenant plutôt à l'histoire par conséquent. Et on a cru à tort que du coup, le XXIe siècle serait un siècle uniquement de l'immatériel, où les questions de production, les questions de ressources physiques, les matières premières, autres que celles de l'énergie, n'étaient pas forcément centrales. Et on a eu un réveil difficile il y a une dizaine d'années, parce qu'il y a eu une crise alimentaire mondiale qui a frappé une cinquantaine de pays dans le monde. On a eu une hausse importante des prix sur les marchés, entraînée par l'explosion du cours du baril de pétrole, entraînée par des spéculations boursières. Et on s'est rappelé que finalement les équilibres alimentaires mondiaux étaient extrêmement fragiles, parce qu'on produit dans peu de territoires, alors que toute la planète consomme, qu'il faut donc du commerce, il faut des circuits longs, et on a en miroir en plus une société mondiale, en Europe, en Asie, en Amérique latine, partout, qui est de plus en plus exigeante vis-à-vis de son alimentation. Donc les mondes agricoles doivent produire plus, mieux, et de manière encore plus transparente, parce que le consommateur est devenu actif et veut une alimentation irréprochable sans forcément la payer plus cher. Que répondriez-vous à ceux qui disent que l'agriculture c'est ringard, c'est du passé, il y a eu le monde agricole qui est associé quand même à une
période, je dirais, un peu obsolète. Ensuite, le monde industriel, lui-même remplacé par le monde technologique et maintenant par les données. Donc, par rapport au discours qui relègue de façon dans un milieu passéiste l'agriculture, quelle serait votre réponse? La meilleure des réponses pour ceux qui ne sont pas branchés sur les questions agricoles, qui ne sont pas sur ces métiers, qui ne vivent éventuellement pas dans les milieux ruraux, c'est-à-dire à peu près l'écrasante majorité de la société, finalement, la meilleure chose à faire, c'est de regarder que les GAFAM, par exemple, les 5 plus grandes compagnies privées de la planète, qui sont tournées vers l'avenir, dont on explique en permanence qu'elles innovent, qu'elles préparent le futur, les GAFAM misent de plus en plus sur l'agriculture et l'alimentation. De quelle façon? En investissant sur les technologies, les données, l'agriculture de précision, les drones, l'agriculture vue de l'espace, pour permettre justement de produire encore mieux demain, grâce aux données technologiques et grâce à ces outils techniques qui peuvent piloter des exploitations agricoles. Il est d'ailleurs fascinant aujourd'hui de voir la modernisation qui existe dans les exploitations agricoles, en France ou ailleurs, où les agriculteurs sont à la fois branchés sur les marchés, ont des drones, font de l'agriculture de précision, utilisent les nouvelles technologies et sont complètement aspirés en fait par la modernisation économique. Donc loin des clichés qui circulent et qui relèguent au XXe siècle, voire au XIXe siècle, le milieu agricole, clichés qui sont même très forts dans les milieux je dirais urbains et dans les capitales, non seulement à Paris mais également à Bruxelles. Oui, parce que finalement on a eu en Europe et en France une situation de confort d'un point de vue alimentaire et agricole, ce qui fait que la société n'a plus forcément la conscience que quand ses assiettes sont pleines et qu'en plus elle peut accéder à une alimentation hyper diversifiée, y compris la nuit, à coup de clic, parce qu'on peut commander aujourd'hui sa nourriture sur Internet et être livré au milieu de la nuit, quand on est dans les grandes villes européennes, il y a quand même des hommes et des femmes qui travaillent derrière, entre l'exploitation et les assiettes, pour produire, pour collecter, pour transporter, pour transformer. Et tous ces métiers, en fait, génèrent énormément d'emplois en Europe, en France. Ils font vivre d'ailleurs ces ruralités qu'on dit en souffrance. Non, les activités agricoles maintiennent beaucoup d'espaces ruraux dans une activité économique, dans de l'innovation, dans de l'emploi, et finalement dans une expression qui dépasse leur propre espace géographique. Et ce qui est intéressant, c'est sans doute de regarder que ce côté ringard appliqué à l'agriculture est finalement plus un défaut de la société urbaine confortable, et que dans les grands pays dans le monde en développement, l'attachement à l'agriculture est extrêmement prégnant parce que les quantités ne sont pas toujours au rendez-vous, et on mesure l'importance du métier agricole, du travail alimentaire, pour permettre cette sécurité humaine. Quelles sont les grandes puissances, puisque l'on parle de géopolitique, quelles sont les grandes puissances agricoles? Quels sont les pays qui peuvent nourrir les autres et qui, de ce fait, ont un avantage concurrentiel? Alors sur la cartographie mondiale de la production agricole, quand bien même il faudrait distinguer selon les produits, les filières, qui sont les grands et qui sont les petits, grosso modo on sait que les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, l'Europe évidemment, mais aussi l'Inde ou la Chine, les grands pays du monde, les grandes puissances, le sont aussi d'un point de vue agricole. Il est peut-être intéressant de mettre le focus... La Chine n'est pas en déficit agricole? Alors justement, c'est ce que je souhaitais mentionner, c'est le focus autour de la Chine, puisque la Chine est à la fois un grand pays importateur agricole, avec une balance agro-commerciale qui est devenue structurellement déficitaire depuis une quinzaine d'années, mais la Chine en parallèle produit de plus en plus, compte tenu de ses besoins. Donc la Chine produit de plus en plus, exporte même de plus en plus certains produits agricoles, mais en parallèle, sur certains produits, importe massivement. Je prends toujours l'exemple du soja, qui est d'ailleurs un produit extrêmement politique. On le voit aujourd'hui dans la rivalité entre Pékin et Washington, entre la guerre économique que se livrent les deux pays. Les productions agricoles étaient concernées et le soja était emblématique de ces tensions. Le soja aujourd'hui en Chine, c'est 2/3 des importations mondiales que la Chine réalise sur le soja, c'est-à-dire plus de 100 millions de tonnes annuelles que la Chine achète sur les marchés. La Chine est une puissance agricole, mais est une puissance agricole dont la sécurité alimentaire repose sur plus de production sur son territoire et plus d'approvisionnement depuis les marchés internationaux. Et c'est important de souligner cela parce que c'est à l'image du monde. Rares sont les pays qui finalement produisent assez pour leur sécurité alimentaire et en même temps en libérant quelques surplus pour participer aux équilibres alimentaires. Alors, est-ce qu'il y aurait un volet agricole dans le projet faramineux et pharaonesque des routes de la soie ?
Assurément, parce que finalement, les routes de la soie, on peut aussi les lire comme la volonté d'abord de développer l'intérieur rural et agricole de la Chine. Donc peut-être que les premières étapes de la route de la soie, les premiers kilomètres de la route de la soie sont vraiment concernés dans la volonté de Pékin de développer les 500-600 millions de ruraux et d'agriculteurs qui sont encore à l'ouest de la Chine, qui n'ont pas bénéficié de l'émergence économique très forte de ces dernières années. Et donc, dans ces espaces, on développe essentiellement l'agriculture aujourd'hui. Il y a ensuite, dans les routes de la soie, bien sûr, la sécurisation des flux. Et la Chine a besoin de sécuriser ses flux alimentaires. Et donc, c'est sûr que quand il y a des investissements logistiques, portuaires, économiques ou productifs, dans la Corne de l'Afrique, au Moyen-Orient, comme en Iran, ou en Méditerranée, puis jusqu'en Europe, dans le cas de la France ou de l'Allemagne, évidemment, les questions agricoles ou alimentaires sont concernées, avec un driver qu'on voit peut-être pas suffisamment, et qui est évoqué dans le Déméter qu'on publie cette année, c'est la question du e-commerce. Les acteurs type Alibaba ou JD.com, qui sont peut-être moins connus en France que Amazon, mais qui sont plus grands qu'Amazon, ces plateformes en fait investissent de plus en plus l'alimentaire et investissent de plus en plus les champs agricoles et les champs ruraux pour les développer et en fait élargir les marchés et permettre aussi aux territoires agricoles chinois d'être connectés à une clientèle bien plus vaste. Est-ce que la rivalité américano-chinoise ou sino-américaine que l'on voit sur bien des domaines, et vous devez connaître cette fameuse thèse du piège de Thucydide, indiquant que l'affrontement peut se préparer entre la puissance dominante et qui stagne un peu et la puissance montante, est-ce qu'il y a aussi finalement un volet agricole de ce piège de Thucydide de la rivalité sino-américaine ? Disons que l'agriculture, dans ce cas de figure, peut, comme d'autres, être une monnaie de négociation. On va utiliser l'agriculture pour éventuellement arrêter d'exporter certains produits que l'autre pays va acheter, ou au contraire, on va augmenter des taxes sur ses productions, ou au contraire, on va arrêter de lui vendre pendant un temps donné en coupant des circuits logistiques. Ce qui est intéressant, c'est que l'agriculture, elle est partagée sur la scène mondiale. Elle est partagée par nécessité, partagée parce qu'elle génère aussi énormément d'argent, et il y a un business autour de l'agriculture et l'alimentaire, mais l'agriculture a parfois aussi été, l'alimentation a été parfois un instrument de compétition et un instrument de rivalité. Donc on a parlé d'armes alimentaires à certaines reprises. C'est important de le souligner parce qu'on voit bien dans le cas de la relation aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine qu'on peut avoir à nouveau une agriculture et des produits alimentaires qui sont plutôt sur un volet de tension, de rivalité et donc d'être une arme dans la négociation ou la compétition. C'est important de le dire parce qu'en miroir, on a majoritairement néanmoins des activités agricoles et des partages alimentaires sur la planète qui servent avant tout à faire la paix. Et je préfère toujours parler de l'agriculture et de l'alimentation comme étant des grands vecteurs de pacification et de stabilité sur la planète avant d'être des armes ou des facteurs de tension, quand bien même ça existe aussi parfois. Dans le rapport Déméter que vous venez de publier, vous indiquez que la demande alimentaire mondiale va augmenter de 50% dans les prochaines années et plus spécifiquement en Afrique et en Asie où ce taux serait de 100%. Nous allons passer à une population plus nombreuse, on va arriver à 9 milliards d'habitants et de surcroît une population urbanisée dont la consommation alimentaire est différente qu'une population rurale. Est-ce qu'on pourra continuer à nourrir toujours toute la planète ? D'abord, il faut rappeler qu'aujourd'hui, quand bien même la faim dans le monde est passée de 30% à 10% de la population mondiale, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le moment où on se parle, ça représente toujours 800 millions d'habitants. Parce que si en valeur relative, qui sont sous-alimentés. Et si en valeur relative, la statistique est extrêmement intéressante parce qu'on a diminué nettement la situation, en valeur absolue, le nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde reste une tenace réalité. Et plus pour les raisons politiques que matérielles. Évidemment, on a de plus en plus le constat qu'on est capable de produire en gros ce qu'il faudrait pour tout le monde, sauf que justement l'alimentation n'est pas produite partout de manière uniforme et qu'elle n'est pas commercée avec des règles équivalentes, que tout cela a un coût, qu'il y a aussi évidemment parfois des stratégies politiques pour éviter que la nourriture va circuler correctement sur un territoire en zone de guerre, en zone de conflit. L'alimentation est un instrument malheureusement parfait pour mettre en difficulté des zones ou des segments de la population. Et puis à l'inverse, on sait aussi que le climat va peser de plus en plus sur les instabilités agricoles et parfois créer des difficultés alimentaires passagères mais qui peuvent être
impactante. Par rapport à la question initiale, je crois que c'est important de souligner que aujourd'hui, on a une population donc qui augmente, qui veut plus de quantité. On a une population qui est plus exigeante sur la qualité, qui veut en plus que cette nourriture soit bonne pour sa santé, bonne pour la planète, et donc réduire l'empreinte environnementale de la consommation alimentaire. Mais on a aussi une population qui veut de la diversité, et donc elle veut manger local le midi, global le soir, bio le vendredi, junk food le samedi devant un match de foot. C'est ça la grande réalité planétaire. Et donc on a besoin en fait de toutes les agricultures du monde, de tous les aliments du monde. On est dans un grand métissage alimentaire sur la planète et on a besoin de circuits longs et de circuits courts. Est-ce que c'est possible avec une population qui augmente, qui s'urbanise et avec de surcroît, comme vous l'avez souligné, le défi du réchauffement climatique? Est-ce que, une fois encore, est-ce que Malthus va avoir raison? Malthus aura tort parce que le génie humain a fait en sorte qu'on trouve toujours des solutions. Ça veut dire aussi qu'il faut continuer à innover. Innover, c'est de l'innovation technique ou technologique. Innover d'un point de vue environnemental, socio-organisationnel, des filières, des acteurs. Continuer à faire ensemble. Le monde agricole, en fait, réalise des performances que quand il est collectif. Et les individus trouvent de la sécurité alimentaire que quand il y a la paix, la coopération, des solidarités qui s'installent. D'ailleurs, c'est l'histoire de l'Union européenne. Le grand défi demain, sans doute, va se situer au niveau de la logistique. La logistique dont on parle peut-être trop peu dans les relations internationales aujourd'hui, elle est au cœur de la question alimentaire et de la sécurité. Parce que finalement, et c'est pour ça que les routes de la soie d'ailleurs investissent beaucoup sur la logistique, sans doute, mais la logistique, c'est faire en sorte que les marchandises puissent circuler de manière stable, dans des conditions à peu près équivalentes pour tous. La logistique, c'est faire en sorte que les produits sensibles, comme l'alimentation, puissent transiter sans être altérés, et donc que les produits restent sûrs à la consommation, quand bien même ils viennent de loin. Et puis la logistique, c'est faire en sorte de répondre à des attentes de consommateurs très exigeants, je l'ai dit, qui veulent pouvoir être livrés parfois chez eux, sans payer plus cher leur nourriture. Et ça, c'est tout le grand paradoxe aujourd'hui des débats qu'on a sur l'alimentation, peut-être en Europe et en France, c'est qu'on a des consommateurs de plus en plus exigeants, mais qui ne sont pas capables de payer plus leur alimentation. Or, les mondes agricoles, aujourd'hui, sont prêts à relever le défi de faire encore mieux qu'hier d'un point de vue de la production et de la diversité des aliments proposés, mais ils ont aussi besoin qu'on continue à les accompagner et à les aider. Alors la France est une puissance agricole. Est-ce qu'elle en est consciente? Est-ce qu'il n'y a pas un divorce entre le pays et ses producteurs agricoles? Est-ce que la puissance agricole, d'un point de vue économique et stratégique, est suffisamment perçue dans notre pays, ou est-ce qu'elle est ignorée, voire parfois même un peu moquée ou traitée de haut? Je pense que l'agriculture a toujours été au cœur des politiques en France et d'une stratégie de long terme de faire en sorte que la question de la sécurité alimentaire en Europe et d'une puissance agricole européenne et française capable de produire plus, de produire mieux et de participer aux équilibres alimentaires mondiaux, c'est quelque chose qui existe depuis une 50aine d'années, inspiré notamment par les politiques du général de Gaulle. Peut-être qu'aujourd'hui, le débat existe sur quel modèle agricole voulons-nous ? Quelle offre alimentaire devons-nous proposer? Et finalement, est-ce qu'il faut continuer en Europe de mettre autant d'investissements sur les questions agricoles alors qu'il y aurait d'autres priorités? Ce qui est peut-être utile de rappeler, c'est que d'abord la politique agricole commune, qui concerne en effet quelques millions d'agriculteurs en Europe, c'est une part marginale de la population, mais la politique agricole commune, c'est une politique alimentaire citoyenne pour 500 millions de personnes qui bénéficient à tout le monde. L'autre chose, c'est qu'en France, aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer à quel point l'agriculture, l'alimentation font partie des intérêts de la France. C'est important d'avoir une souveraineté agricole et alimentaire. C'est important de constater que l'agriculture et l'alimentation, ce sont aussi des contributeurs nets à notre balance commerciale. Il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité en France qui, sur la diplomatie économique, commercial, le bénéfice commercial que la France, on sait que la France subit un déficit commercial extrêmement important chaque année. Quelle est la contribution de l'agriculture à la balance commerciale française? L'agriculture, quand on prend l'ensemble des productions, l'agriculture, l'agroalimentaire, on pourrait même rajouter l'agroéquipement, parce qu'on est très bon en France sur l'agroéquipement, génère plus de 10 milliards par an d'euros à l'exportation. Et c'est très important de le souligner parce que le bénéfice et donc la balance entre les exportations et la balance est positive, c'est-à-dire c'est un des rares secteurs d'activité où en effet on exporte plus qu'on importe. Et ça permet de rééquilibrer un peu la balance commerciale globale.
Ce qui me semble toujours aussi précieux de souligner dans ce contexte, c'est que quand on exporte de la nourriture, des produits agricoles, des produits transformés alimentaires, on exporte des produits qui ne sont pas mauvais pour la stabilité de la planète. Au contraire, ils sont plutôt des contributeurs nets à la paix dans le monde, à la paix des estomacs, à la sécurité de territoire. Et donc, dans cette diplomatie économique française, dont on parle beaucoup ces dernières années, oui, l'agriculture, l'agroalimentaire font partie des grandes familles à l'export qui sont soutenues. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le Quai d'Orsay a mis de plus en plus l'accent sur ces sujets, comme sur le tourisme, sur la santé ou la ville durable. Mais c'est intéressant aussi peut-être de regarder à quel point, en fait, il y aurait à continuer à décloisonner. La question agricole ne concerne pas que les mondes agricoles. Les questions agricoles, c'est aussi la maritimisation de l'agriculture française, le rôle de la marine française, le rôle des armées dans le monde pour aider des populations en difficulté, le rôle des ONG, beaucoup d'ONG françaises investissent dans le monde pour le développement agricole, le rôle de la recherche française agronomique extrêmement excellente, la formation en France ou à l'étranger autour de ces métiers, et puis un certain nombre d'entreprises françaises qui sont et sur les territoires hexagonaux et dans l'Europe et dans le monde capables de produire et de proposer des aliments de qualité pour des consommateurs exigeants. On sait que la France bénéficie très largement de la politique agricole commune, dont elle est la principale bénéficiaire. Cette politique agricole commune est très régulièrement remise en cause par les États-Unis, également par les pays africains. Est-ce qu'il y a une grande renégociation à partir de 2020? Est-ce que la France pourra conserver ce que l'on pourrait qualifier de rente de situation au sein de l'Union européenne? Alors il y a beaucoup de controverses autour de la politique agricole commune. Moi je voudrais mentionner deux choses. D'abord, on sait que si demain on a encore une politique agricole commune, sans doute qu'elle aura un budget un peu moins important que par le passé, et sans doute que cette politique agricole devra encore plus intégrer les dimensions environnementales dans l'équation de ces solutions, de ces aides et de l'accompagnement qu'elle propose au secteur. Néanmoins, il est important aussi de réintégrer les dimensions stratégiques, les questions de souveraineté que pose le débat agricole et alimentaire européen. Et quand j'entends qu'on pourrait demain dépenser moins pour la PAC pour investir sur les questions de sécurité ou sur les questions de migration en Europe, tout ça est un sujet lié. Finalement, si on veut plus de sécurité demain en Europe, il n'est pas question de désinvestir le champ agricole. La sécurité humaine serait menacée. Et si demain on veut traiter les questions de migration, on sait qu'il va falloir participer à un meilleur développement rural, un meilleur développement agricole, à une meilleure sécurité alimentaire de territoires dans le voisinage européen qui sont en souffrance sur ces questions. On peut traiter les effets des migrations, c'est la stratégie de court terme. Il est important de regarder sur le long terme, traiter les causes profondes. Et si on veut réduire les migrations de détresse, les migrations difficiles, il faut pouvoir s'attaquer au développement agricole. En danger, que les coûts des uns et des autres, et que le sentiment aussi chez certains de nos partenaires européens que c'est la France qui en bénéficie et que finalement l'Allemagne pourrait être tentée d'accepter des contraintes sur la PAC en échange de non-taxation sur les importations automobiles. Comment voyez-vous, quels sont les scénarios que vous voyez par rapport à ça? Bref, est-ce que la partie française de la PAC, est-ce que les avantages que la France retire de la PAC sont en danger? Non, parce que je pense que la France, avec un certain nombre de pays européens, ont suffisamment d'arguments à faire valoir pour que demain, dans une Europe, l'agriculture, la politique agricole commune, même avec des réformes, même avec des tonalités additionnelles et des enjeux qui se transforment, reste au cœur de la construction européenne. Je crois que le grand danger autour de la politique agricole commune, ce n'est pas l'agriculture et les débats sur l'agriculture, c'est la désunion politique des Européens, et qu'en fait, aujourd'hui, le monde agricole peut-être est préoccupé, plus que d'autres secteurs d'activité, de voir la construction européenne se déliter ou hésiter à progresser. Et demain, moins d'Europe, moins d'union des Européens pourrait avoir beaucoup plus d'impact sur la PAC et évidemment sur les systèmes agricoles et la sécurité alimentaire des Européens. Donc si demain, on devait, dans les scénarios très compliqués, observer quelque chose qui aura un impact important, je crois que le doute de la construction européenne, et pire, demain éventuellement la déconstruction européenne, aurait des conséquences bien plus importantes que des débats parfois trop techniques qui sont réservés finalement à quelques spécialistes. Et la PAC a peut-être d'ailleurs ce travers, c'est qu'elle est extrêmement peu lisible, à première raison qu'on a oublié d'expliquer que c'était une politique alimentaire citoyenne pour 500 millions de personnes. Merci Sébastien Abyss. Je renvoie à la lecture de votre rapport annuel réalisé sous votre direction, le Déméter.
Merci Sébastien Bis également d'avoir répondu aux questions de Pascal Boniface au bar de l'économie. On a bien compris que l'agriculture est au centre de la géopolitique. Je vous souhaite une bonne journée et un bon courage. Et bien sûr, vous retrouverez demain Jacqueline Voras pour une nouvelle émission. Il s'est arrêté. T'as entendu comment il s'est arrêté? Ah oui, il s'est arrêté. Ou alors ça a été coupé? Non, c'est son truc à elle. Regarde, tu vois comme c'est coupé là. Ah ouais. Tac, ça bascule direct. Mais ça c'est technique, c'est la technique en fait. En fait, c'est Francky qui sélectionne le programme là-haut. Et c'est programmé Chaleur à telle heure. Après, tu as des émissions qui enregistrées sont les unes derrière les autres. Tu restes là-dessus à quelle heure? Ça dépend. Là, je suis arrivé ce matin de bonne heure. Peut-être tu vas arrêter.